L'amour est l'un des sentiments les plus mystérieux et pourtant les plus intéressants que l'humain puisse ressentir. Il est à multiples facettes et dépasse de loin quelconque catégorisation que l'humain pourrait essayer de lui donner. Pour certains, la définition même de l'amour n'est pas très claire. Et c'est plutôt commun de voir la grande majorité des personnes se plaindre de l'état actuel de la romance. Et bien que ce soit un sujet extrêmement complexe, je vais essayer dans cette vidéo de me pencher sur le sujet. Et même si ça mériterait plusieurs heures de vidéo, je vais tenter d'expliquer la chose de la manière la plus complète possible, en évitant de rendre cette vidéo trop longue. Gardez en tête que cela est mon interprétation et que ça ne couvrira pas toute la complexité du travail des philosophes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et critiquer certaines dynamiques actuelles ne veut pas vouloir dire retourner dans le passé, mais plutôt simplement faire preuve de lucidité sur les problèmes actuels. L'égoïsme, cette inclinaison à privilégier ses propres intérêts au détriment d'autrui, n'est pas tant une caractéristique d'une époque ou d'une génération que le produit d'un contexte socio-économique et idéologique qui façonne insidieusement nos valeurs. Nombreux ceux qui, depuis les balbutiements du XXe siècle, se rejettent la faute et se disputent la place de la génération la plus égoïste. Pourtant, si l'on suit la pensée de Byung-Chul Han, il convient moins de déterminer qui est le plus autocentré que de comprendre pourquoi et comment nous avons été encouragés à l'être. L'erreur courante serait de confondre égoïsme et narcissisme. L'égoïsme moderne n'implique ni amour de soi démesuré, ni arrogance. Il réside plutôt dans une focalisation excessive de soi-même et de ses intérêts personnels. Aujourd'hui, nous sommes dans une propension à agir selon une logique purement intéressée. Nous évoluons au sein d'une société qui célèbre la réussite individuelle, reléguant à l'arrière-plan l'accomplissement collectif. L'éthos contemporain repose sur l'autoréalisation et l'exaltation du mérite personnel, deux valeurs qui ont supplanté l'idéal de la communauté soudée et solitaire. Dans cette perspective, Byung-Chul Han, il dénonce les effets que va avoir cette perception et cette façon d'agir sur l'amour. Loin d'être une simple transaction d'intérêt mutuel, l'amour véritable tel qu'il a été pensé à travers l'histoire repose sur le sacrifice et la sublimation de soi pour l'autre. Il s'agit d'un abandon volontaire de l'individualité où chacun va donner une part de son ego à l'autre, lui confier sa vie, lui confier son individualité. Ainsi, le mariage dans sa symbolique originelle ne constitue pas seulement un pacte, mais une offrande réciproque où l'identité individuelle se fond dans une union plus vaste, sans pour autant s'annihiler totalement. Platon, dans le Banquet, expose cette idée au travers du mythe d'Aristophane. Les âmes seraient originellement unies avant d'être scindées en deux. L'amour ne serait donc rien d'autre que cette quête, ce besoin de retrouver cette plénitude perdue. Une aspiration à retrouver en l'autre une complétude originelle. Dans la société actuelle, cependant, cette dimension sacrificielle et partagée de l'amour est fortement discréditée. La réussite aujourd'hui se veut solitaire. Toute association affective ou professionnelle est perçue comme une entrave à celle-ci. Certains en viennent même à envisager leur partenaire comme un trophée. Cette logique, elle trouve son opposé dans la codépendance extrême, où l'individu va s'effacer totalement dans l'autre et être incapable de faire ou de concevoir quoi que ce soit sans son compagnon. Mais ni l'un ni l'autre ne sont viables. L'amour véritable se situe dans un équilibre, où l'individu accepte de n'être plus seul à subir les conséquences de ses choix, mais préserve tout de même une certaine autonomie. Fyodor Dostoïevski aurait sans doute vu dans cet égoïsme contemporain un symptôme du déclin de la foi et de la morale dans un monde en proie au nihilisme. Dans un univers où l'idéologie du progrès et de la performance remplace les fondements spirituels et éthiques, l'homme privé de sa transcendance devient un esclave de ses propres désirs. Byung-Chul Han, quant à lui, affirme que le véritable plaisir de l'amour réside précisément dans cette abdication de soi pour l'autre. Ce déficit de sens, alimenté par l'hyper-individualisme, va mener à une solitude existentielle insoutenable. Car même entouré de partenaires, l'homme moderne court le risque d'une isolation émotionnelle si profonde qu'elle en devient plus douloureuse que l'absence physique. Une errance que même les succès les plus éclatants ne parviendra pas à combler. Alors comment aimer véritablement si l'on peine déjà à reconnaître l'humanité de l'autre ? L'individu contemporain, encouragé par un système qui glorifie l'accomplissement personnel, aborde les relations sous un prisme utilitaire. Que peuvent-elles m'apporter ? Que puis-je en retirer ? Quel statut ou quelle validation sociale me confère le choix de ce partenaire ? Ainsi, les relations tendent à devenir transactionnelles. En adoptant cette logique, nous oublions l'essence même de l'amour. L'amour, c'est l'échange, la rencontre véritable, la fusion de deux altérités. C'est pourquoi, paradoxalement, nombre de relations aujourd'hui sont marquées par un sentiment de solitude profond.
On peut être entouré, engagé dans une relation de couple et pourtant souffrir d'un isolement existentiel, car l'autre n'a jamais été réellement accueilli dans toute sa complexité, et nous n'avons en retour pas non plus accepté l'autre. L'amour ne subsiste pas si l'on cherche à en faire un instrument pour soi. Le seul mouvement capable de donner du sens à l'amour, c'est l'abandonnement sincère et mutuel. Avant d'acheter un ordinateur, nous prenons le temps de comparer, d'évaluer les caractéristiques techniques, de peser le rapport qualité-prix. Étant une dépense conséquente, il est normal que nous souhaitons en avoir pour notre argent. Nous cherchons le modèle offrant le plus de performance au moindre coût. Et tout cela sans se soucier de ce que voudrait l'ordinateur. C'est un bien de consommation que l'on acquiert, teste et éventuellement remplace lorsqu'il ne correspond plus à nos attentes. Or, cette logique consumériste semble s'être insidieusement glissée dans notre perception de l'amour. Nous ne cherchons plus à rencontrer l'autre, à découvrir l'autre, mais à optimiser nos choix romantiques. Comme un produit sur le marché, le partenaire va devenir un bien interchangeable. La question la plus courante que les personnes vont se poser alors même qu'elles sont en couple, c'est de se demander « et si je trouvais mieux ailleurs ? Et si je ne perdais pas mon temps actuellement avec une personne qui finalement a moins de qualité qu'une autre, qui existe peut-être sur cette terre et que je pourrais avoir la possibilité de rencontrer si j'étais célibataire ?» Dans cette vision transactionnelle, l'amour ne va plus être un mystère, une passion ou un sentiment à ressentir, mais des données à analyser. La plupart vont accumuler les expériences comme en feuillette un catalogue, cherchant à maximiser leur portée de comparaison. Pourtant, l'amour n'est ni fondamentalement rationnel, ni censé être auto-centré. Il ne fonctionne pas sur une logique de rendement ou d'investissement optimal. En traitant l'autre comme un produit, on s'expose à une relation sans profondeur, sans amour et sans passion. Et l'attachement va devenir obsolète dès qu'une meilleure offre va se présenter sur le marché. Mais l'humain n'est pas un objet. Et l'amour, s'il se vit avec sincérité, ne saurait être réduit à une simple transaction. Combien de fois avez-vous déjà entendu quelqu'un se plaindre de la non-compatibilité de tous ses partenaires ? Le problème de cette complainte réside dans la façon dont ces personnes voient l'amour. Si l'on adopte la vision consumériste que nous avons décrite, alors la compatibilité devient une quête d'optimisation. Un idéal inatteignable où chaque partenaire est scruté et jugé, en fonction de critères précis, puis souvent rejeté sous prétexte qu'il pourrait exister une meilleure option. Le paradoxe, c'est que cette quête de compatibilité absolue repose sur l'illusion qu'il existe une personne parfaitement adaptée à nos désirs. Mais il n'existe personne qui soit naturellement parfaitement adapté à nous. Cela se fait par le biais de concessions. Toute relation profonde repose sur un certain renoncement et une transformation mutuelle. Du moins, quand il s'agit de véritable amour. L'amour n'est pas un ajustement préfabriqué et nous ne devons pas rechercher l'âme parfaite, la personne qui va nous convenir et être parfaitement compatible, puisque cette personne n'existe pas. L'amour, c'est une dynamique vivante où chacun est censé apprendre de l'autre et évoluer ensemble. En exigeant une compatibilité exacte dès le départ, on se fourvoie. Et les individus qui pensent ainsi ne laissent aucune place à la construction d'une relation. Ils se demandent pourquoi personne ne me correspond, au lieu de se demander comment pourrais-je correspondre à l'autre. Finalement, cette quête obsessionnelle du partenaire idéal et parfaitement compatible devient une forme d'autosabotage. Beaucoup aussi se plaignent des situationships, des relations flottantes sans engagement défini qui sont symptomatiques d'une époque qui valorise la liberté individuelle au détriment de l'attachement profond. Elles traduisent une peur de l'engagement, non pas parce que les individus ne désirent pas aimer, mais parce qu'ils redoutent ce que l'engagement implique. S'engager, c'est souvent considéré comme la perte de certaines possibilités. Le renoncement à l'éventail infini de possibilités qui nous est proposé. Et l'engagement est un choix qui, en se concentrant sur une opportunité, enferme nécessairement d'autres. Mais dans une situationship, le choix est constamment différé. Chacun va rester en suspens dans une zone floue où ils vont simplement profiter du moment. Mais cela les empêche de sceller le pacte qui permet une véritable relation. Ce phénomène, il est lié à cette société de consommation des relations. C'est précisément ici que Kierkegaard va apporter un éclairage. Ici, on peut s'inspirer de son concept du désespoir de possibilité, qu'il développe dans La maladie à la mort. Il distingue deux formes de désespoir. Le désespoir du fini, celui qui s'enferme dans une seule réalité et ne voit plus d'issue, et le désespoir de la possibilité, celui qui, à force de vouloir tout laisser ouvert, n'existe jamais réellement. Dans notre cas, le refus de l'engagement est un désespoir de possibilité. L'individu qui veut tout garder ouvert refuse de s'ancrer dans une seule histoire. Il reste donc en suspens
explorant toujours plus de nouvelles personnes, et cela dans l'attente d'une perfection qui ne viendra jamais. Il sera hanté toute sa vie par l'idée qu'un meilleur choix est possible, alors que l'amour passe par un choix assumé. L'homme moderne, effrayé par l'engagement, préfère rester dans l'illusion du choix et des possibles. Il ne veut pas affronter la réalité du devenir. Et l'amour, comme toute forme de passion, exige de choisir une seule voie, de faire un choix conscient. John Stuart Mill, dans sa conception du bonheur, soutenait que la liberté de choix était une condition essentielle à l'épanouissement individuel. Selon lui, plus un individu a de possibilités d'action et de décision, plus il est à même de trouver ce qui lui convient véritablement, et donc d'être heureux. Cette idée s'inscrit dans une logique utilitariste, où le bien-être découle de l'optimisation des choix disponibles. Si cette théorie peut s'appliquer à des domaines comme le développement personnel ou l'économie, elle se heurte à un paradoxe fondamental lorsqu'elle est transposée à l'amour. En effet, le bonheur amoureux ne repose pas sur une multitude de choix et de possibilités, mais sur un engagement profond envers une seule possibilité, envers une seule personne. Une orientation vers l'autre qui implique nécessairement une restriction. Et l'engagement est un choix qui est propre à toute forme de passion. Par exemple, si je décide de devenir écrivaine, et que je consacre l'entièreté de mes journées à améliorer cette capacité, à améliorer mon écriture, et que je décide d'en faire mon métier, je peux passer 10 ans de ma vie à faire toutes les études nécessaires pour cela, à travailler mon écriture, à écrire plusieurs heures par jour, et tout cela m'empêche pendant ce temps de développer par exemple d'autres qualités, ou d'explorer d'autres possibilités, ou de faire des études pour un autre métier. Mais j'ai fait un choix car je suis passionnée. Et ce choix-là se fait aussi dans l'amour. Le psychologue Barry Schwartz, dans le paradoxe du choix, met en évidence un phénomène intéressant. Un excès de choix ne mène pas au bonheur, mais à l'anxiété et à l'insatisfaction. Lorsqu'un individu est confronté à trop d'options, il devient incapable de s'engager pleinement. Et cela remet en question la théorie de John Stuart. Ce phénomène est particulièrement visible dans les relations modernes. Le choix qui est proposé va créer une instabilité émotionnelle et une incapacité à s'engager. Plutôt que de favoriser le bonheur, la multiplicité des choix dans l'amour engendre une forme de paralysie. Chaque engagement est vécu comme provisoire et chaque relation est évaluée selon la logique consumériste du peut-on trouver mieux. La multiplication des expériences n'améliore pas certainement le bien-être de celles-ci. Contrairement aux choix matériels qui peuvent être optimisés par l'expérimentation, l'amour repose sur des liens uniques et irremplaçables. L'illusion qu'un meilleur choix existe ailleurs va détruire les relations. Ainsi, Mill avait raison de dire que le choix contribue au bonheur, mais il avait tort d'en faire un principe universel, car cela ne s'applique pas à l'amour, par exemple. Je rappelle, l'amour n'obéit pas aux mêmes lois que l'économie. L'amour véritable se trouve dans l'ancrage et la construction commune. Kierkegaard, il distingue 3 stades du développement humain, l'esthétique, l'éthique et le religieux. Chacun de ces stades représente une manière différente d'exister et de donner du sens à sa vie. Le stade esthétique, la quête du plaisir et de l'évasion, est un stade qui peut être comparé à un papillon qui vole de fleur en fleur, cherchant toujours une couleur plus éclatante, un parfum plus enivrant. L'individu esthétique vit pour le plaisir, évite l'ennui et refuse les responsabilités. Ensuite, il y a le stade éthique, l'engagement et la responsabilité. L'individu qui entre dans le stade éthique ressemble à un marin qui, après avoir navigué au hasard des courants, décide enfin de prendre le gouvernail et de tracer un cap. Il comprend que la vie n'a pas seulement pour but de se divertir, mais d'agir en accord avec des valeurs, de faire des choix responsables et d'assumer les conséquences de ses actes. C'est le passage de l'individualisme à la recherche d'une vie juste et intègre. Le stade religieux, l'abandon à une vérité supérieure. C'est un stade de foi où l'individu comprend que ni le plaisir ni la moralité ne suffisent à combler le vide existentiel. Il accepte son impuissance face à certaines vérités et s'abandonne à quelque chose de plus grand que lui. Kierkegaard insiste sur le fait que ce stade ne consiste pas à suivre une religion par simple habitude, mais à vivre une foi profondément personnelle, marquée par un engagement existentiel total. C'est ce que Kierkegaard appelle le saut de foi. Il nous invite à ne pas rester prisonniers du simple plaisir ou de la morale, mais à envisager une vie en trouvant un sens qui va dépasser notre simple rationalité. Et aimer réellement, s'engager, ce n'est pas rationnel. Ça demande un acte de foi. Ce malaise général que l'on ressent à propos de l'amour pourrait être qualifié de nihilisme romantique. Autrefois, la foi religieuse, elle structurait la vie et la morale des individus. La religion offrait une promesse de sens et une direction claire. Cependant, avec l'avènement des Lumières, le progrès scientifique et la montée du rationalisme, ces croyances ont été mises à l'épreuve.
Beaucoup ont ressenti une désillusion. Dieu, autrefois garant du sens et de la morale, s'effaçait progressivement du monde. Nietzsche, dans le Gai Savoir, proclame que Dieu est mort. Non pas pour célébrer cette mort, mais pour parler du vertige qu'elle a laissé. Lorsque la foi s'effondre, l'homme se retrouve face au néant. Mais plutôt que de chercher un équilibre, la tendance humaine est souvent de basculer dans l'extrême opposé. Celui qui avait trouvé sens et réconfort dans la religion devient parfois son plus grand opposant, rejetant en bloc tout ce qui l'a composé. Et ce mécanisme de désillusion ne se limite pas à la religion. Imaginons un jeune garçon ou une jeune fille. Il ou elle croit alors que l'amour est quelque chose de pur, inébranlable, une force puissante. Mais un jour, la trahison survient. L'être aimé ment, trompe ou simplement s'éloigne. Ce qui était perçu comme une vérité immuable va s'effondrer. Et face à cette déception, deux réactions extrêmes se manifestent souvent. L'idéaliste trahi devient cynique. Il passe de l'amour absolu à un rejet total, affirmant que l'amour n'est qu'un mensonge, une illusion. Il ne croit plus en la sincérité des relations et refuse désormais tout engagement. Et puis ensuite, il y a l'autodéfense par l'indifférence. Plutôt que de souffrir, certains choisissent de ne plus s'attacher. Ils entrent dans des relations superficielles, cultivent un détachement émotionnel. Et cela, ils vont le faire pour se protéger de la déception. Lorsqu'une croyance s'effondre, nous ne cherchons pas forcément à en reconstruire une autre. Nous pouvons aussi plonger dans le désespoir. L'homme qui se sent trahi par l'amour va en venir à rejeter l'amour lui-même. Rejeter l'amour par peur de souffrir revient à refuser l'une des seules expériences qui permettent à l'être humain de se transcender. L'amour, lorsqu'il n'est pas réduit à une simple transaction ou à un fantasme, devient un espace où l'ego peut s'effacer pour laisser place à quelque chose de plus grand. Aimer, c'est accepter l'autre dans sa complexité. C'est comprendre que l'amour véritable n'est ni dans la possession, ni dans l'idéalisation. Aimer, c'est donner sans être sûr de recevoir en retour. Ainsi, plutôt que de tomber dans le cynisme ou un amour trop idéalisé, l'amour peut être envisagé comme une ascèse, un effort pour aller au-delà de nos instincts égoïstes et de nos craintes. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pourrais encore m'engager sur ce sujet, je pourrais peut-être même faire une thèse dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je pourrais peut-être écrire directement une thèse sur la question et vous la rendre disponible en commentaire. Sinon, je pourrais aussi faire une partie 2, une partie 3 et une partie 4 sur ce sujet qui est extrêmement complexe et sur lequel se sont penchés la plupart des philosophes et même psychologues. C'est d'ailleurs aussi un sujet qui a toute sa place dans la littérature depuis des siècles et des siècles. Si cette vidéo a pu vous éclairer, je vous encourage à me soutenir sur Ko-fi et sinon, vous pouvez aussi directement venir me contacter sur Instagram si jamais vous voulez collaborer, vous inspirer de mon profil, de mon visage en tant qu'artiste. Si jamais vous voulez simplement discuter de vos idéaux ou me laisser un commentaire sympa, ça me fera très plaisir, merci beaucoup. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis qui se plaignent ou qui ne savent pas où ils en sont par rapport à l'amour.